Merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite le sommaire. Des utilisateurs du réseau social Facebook piégés par une page dédiée aux actes sexuels. Tout le monde en parle sur le net. De quoi s'agit-il réellement? Et qui sont ces jeunes filles qui dévoilent une grande partie de leur cœur aux internautes? On en parle dans ce journal. Les bouchers de la capitale ne veulent plus de leur viande de porc. Après les rumeurs selon lesquelles elle serait empoisonnée, les éleveurs de porc disent merci à tous qui sont dans une mauvaise passe. Les véhicules tout-terrain du général Camille Vital sont dans la capitale, du moins une partie de ces véhicules, et c'est maintenant confirmé, l'État a accepté de les utiliser, malgré les fortes suspicions de blanchiment d'argent qui pèsent sur ces 4x4. À l'étranger, l'enquête sur la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines il y a tout juste une semaine. La piste d'un acte délibéré se confirme selon les autorités malaisiennes. Et enfin, 25 ans de prison pour le Rwandais Pascal Simbi Kangwa. Il a été reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité. C'est une première judiciaire. Tout le monde en parle sur le net. Des utilisateurs du réseau social Facebook auraient été piégés par l'administrateur d'une page dédiée aux actes sexuels. Mais de quoi s'agit-il réellement et qui sont ces jeunes filles qui se mettent à nu à leur insu sur Facebook et qui se cachent derrière cette page de toutes les tentations? Des éléments de réponse dans ce reportage. Cette fille sur la photo se serait suicidée après avoir découvert cette photo sur cette page de débauche. On aurait posté cette photo à son insu. Elle ne supportait plus la honte que lui a causé cette apparition sur le net dans cette position perverse. C'est en tout cas ce que disent certains commentaires visibles sur cette page Facebook. Une page Facebook parmi tant d'autres, mais ces publications sont un peu spéciales. En effet, l'administrateur poste des photos de jeunes filles malgaches, nues ou presque, dans une position perverse, qui se cachent derrière cette page. Aucun moyen de le savoir. Certains commentaires affirment toutefois que l'administrateur de cette page serait un étranger. Quant à son identité, personne ne le sait. Cette autre jeune fille sur la photo s'est plainte dans ses commentaires d'être piégée et demande à l'administrateur de la page d'enlever sa photo. Pour d'autres filles, le nom de leur quartier ou de leur église sont même cités en bas de la photo. Jusqu'à ce jour, 3000 utilisateurs de Facebook avouent aimer cette page de débauche et ont cliqué sur j'aime. Un nombre impressionnant pour ce genre de page un peu spéciale. La plupart de ces fans sont des hommes. Mais la page n'a pas que des fans. Beaucoup sont indignés en voyant toutes ces photos de femmes nues. Et pour se protéger de ces critiques et contre toute intention de supprimer sa page, l'administrateur a déjà annoncé qu'il aurait obtenu l'autorisation de ces jeunes filles avant de publier leurs photos. Il affirme ne pas avoir peur des menaces lancées contre lui ou eux. Il rassure leurs fans en leur déclarant qu'ils sont des experts en informatique et qu'au cas où cette page serait supprimée, une autre sera créée. Piégées ou indignées, certaines personnes ont même lancé un avis de recherche contre l'administrateur de cette page avec une prime de 2 millions d'arrière contre toute information sur son ou leur identité. Voilà pour cette information. Autre actualité du jour, le palais d'État d'Iavlou abrite depuis ce jour une grande partie des véhicules tout-terrain bloqués au port de Tuamas depuis plusieurs mois. Apparemment, ils appartenaient à un conglomérat d'opérateurs chinois qui les a offerts au général Camille Vital. L'ancien Premier ministre les a par la suite offerts à l'État malgache. Joberson Rajanarvoun, un des conseillers du chef de l'État Erason Armampian, s'est chargé de la réception de ces véhicules ce matin à Yavlou. Étaient également sur place Anna Muriel et Yves Chanel. Qui vont utiliser ces véhicules 4x4? La décision revient au chef de l'État, affirment ses proches collaborateurs. Ces véhicules tout-terrain sont maintenant déposés au palais d'État de Yavlou depuis ce matin, après avoir été bloqués au port de Tuamas depuis plusieurs mois. Le reste, soit 150 autres 4x4, sont attendus pour la semaine prochaine.
Ce sont tous des 4x4, des 4x4 SUV et double cabine. Ils ont été offerts à l'État malgache et seront gérés par la présidence de la République. L'État prendra en charge le paiement des taxes douanières de ces véhicules, des voitures offertes au général Camille Vital de la part d'opérateurs asiatiques. C'est vrai qu'au début, ils ont discuté de cette donation avec Camille Vital, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le propriétaire et constructeur de ces véhicules sont même venus à Madagascar pour les offrir officiellement à l'État. Il s'agit donc d'un début de coopération entre l'État malgache et ses opérateurs chinois. Et parmi ces opérateurs, un constructeur automobile asiatique produisant pas moins de 1 300 000 véhicules par an. Ainsi donc, contre toute attente, l'État a accepté d'utiliser ces véhicules tout-terrain malgré les fortes suspicions de blanchiment d'argent qui pèsent sur eux. En effet, l'affaire a créé la polémique depuis plusieurs mois à cause justement du flou qui entoure cette donation. Aujourd'hui encore, les 4x4 du général Camille Vital suscitent de nombreuses questions, restées pour l'instant sans réponse. Reportage. Dans cette affaire, on parle de 350 véhicules 4x4. Ces images datent de la campagne présidentielle de premier tour de l'élection présidentielle. C'est un Camille Vital très remonté qui s'exprime aux journalistes. Il dénonce la saisie et le blocage par l'État au port de Tuamasin de ces véhicules tout-terrain. Le directeur général du SAMIFIN, le service de renseignement financier, a déclaré à l'époque qu'une enquête sera ouverte sur cette donation. Nous avons reçu des déclarations de soupçons concernant ces 350 véhicules et notre enquête est basée sur ces déclarations. Quelques mois après, plus rien. Le mystère autour de cette donation serait-il levé? Pourtant, Iradionar Mapian a déclaré il y a quelque temps qu'ils n'accepteraient pas ces véhicules tant que leur origine reste floue. Vous serez informé en temps voulu de l'évolution de cette affaire. Vous serez informé quand ils seront transférés à Antananarivo. Je n'accepterai jamais qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Je vous promets que ce sera en toute transparence que nous allons les utiliser. Quelle est donc la nature du contrat entre l'État malgache et ses opérateurs chinois? Une question restée sans réponse aujourd'hui à Yavulu. Qu'attendent en retour ces opérateurs chinois en offrant ces véhicules à l'État malgache? Et pourquoi avoir déclaré qu'il s'agit d'un début de coopération entre les deux parties? Il y a quelques jours, certains articles de la presse parlent d'un déplacement en cachette du président de la République en Malaisie. Tout porte à croire qu'il y était en toute discrétion pour finaliser ce contrat. Dans un tout autre sujet, 80% des habitants d'Imertian-Tusk sont aujourd'hui dans l'impasse après les rumeurs lancées contre eux et selon lesquelles leur viande de porc serait empoisonnée. Pourtant, beaucoup vivent de l'élevage de porc dans cette localité et 60 à 100 kilos de viande de porc en provenance d'Imertian-Tusk sont vendus dans les boucheries de la capitale. Mais depuis ces rumeurs, on ne veut plus de leur viande de porc. Marlin Tunjaf et Nzaranjiantus sont descendus sur place pour enquêter sur cette affaire. Pas le temps de profiter du week-end pour les responsables de la commune d'Imertian-Tusk. Aujourd'hui, le PDS doit présider une réunion d'urgence avec les chefs quartiers et les représentants des éleveurs de porc ayant des difficultés à vendre leur viande de porc ces derniers temps. C'est vraiment difficile aujourd'hui de vendre les viandes de porc d'Imertian-Tusk à cause de ces rumeurs selon lesquelles elles seraient empoisonnées. C'est pourquoi ces nouvelles lois sont sorties. Elles nous obligent à conserver les viandes de porc au frigo. Elles doivent passer par plusieurs étapes. Mais ce ne sont pas les seuls problèmes rencontrés par les éleveurs de porc d'Imertian-Tusk. Le PDS le sait très bien. Lui-même a élevé des porcs depuis plus de 35 ans. Aujourd'hui, il élève 35 porcs. Je fais vacciner mes porcs. Cet éleveur de porcs connaît par cœur ce métier.
Malgré tout, le 17 octobre 2012, 27 de ces porcs sont morts, un drame difficile à oublier pour ce père de famille. En effet, ne pouvant pas les voler, des malfaiteurs ont décidé de les empoisonner et tous se sont retrouvés morts. Les habitants ont réagi face à ces vols de porcs et ils se sont déplacés dans un autre quartier pour faire leur acte, mais ils ont été appréhendés là-bas mais relâchés. Plus tard, ils ont encore continué à voler des porcs et ce sont les gendarmes effectuant un barrage routier à un bâton gravave qui ont réussi à arrêter ces 3 voleurs. Et depuis novembre jusqu'ici, on n'a plus entendu parler de vol par ici. Ces 15 derniers jours, les rumeurs mettant en cause la consommabilité des viandes de porc de cette localité ont pris de l'ampleur. Les éleveurs de porc de cette localité ont du mal à les vendre aux bouchers de la capitale. Pourtant, ils font partie des gros fournisseurs de viande de porc pour Antananarivo. Le PDS prend la défense des éleveurs en déclarant que ces rumeurs sont infondées. Je peux vous affirmer que ces rumeurs sont entièrement fausses. Je travaille en étroite collaboration avec les chefs quartiers. Ils me font toujours des rapports si quelque chose se passe dans les quartiers. La commune est tout de suite informée si des porcs sont trouvés morts quelque part. Mais cela n'existe plus depuis longtemps dans la commune d'Imiertia-Tusk, depuis la mort de mes porcs, car les 3 auteurs de l'empoisonnement sont déjà en prison. Hier, une réunion avec le ministère de l'élevage a eu lieu à Imiertia-Tusk. Un geste qui a étonné ses responsables dans la mesure où la commune d'Arivunmam a été le plus récemment touchée par ce vol de porc par empoisonnement. Voilà pour les actualités nationales. À l'étranger, une semaine après la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur et Pékin, la piste de l'accident s'éloigne pour laisser place à celle de l'acte délibéré. Il aurait volé pendant 7 heures avant de disparaître. L'appareil se trouverait actuellement à l'ouest de la Malaisie. Une perquisition serait en cours au domicile du pilote de l'avion, selon les déclarations du Premier ministre malaisien. La Crimée se prépare au référendum sur le rattachement à la Russie. Dans cette péninsule, 70% des Ukrainiens sont d'origine russe. Plus d'1 million d'électeurs vont se rendre demain dans les 1200 bureaux de vote. Scrutin illégal pour les Occidentaux qui jouent leur dernière carte. Reportage sur les images de France 24. Ces drapeaux russes se vendent comme des petits pains dans les rues de Sébastopol. À 24 heures du référendum, le scrutin est presque prêt. Et parmi la population à majorité russophone, le résultat ne fait pas de doute. L'Ukraine ne nous a rien amené de bien. C'est bien mieux en Russie. Mais pour les populations d'origine ukrainienne et tatare, qui représentent à elles deux près de 36% de la population de Crimée, les choses sont moins claires. Alors que les affiches 4 par 3 prenant le oui au rattachement avec la Russie se multiplient dans la péninsule, c'est dans l'indifférence médiatique que ces manifestants pro-Ukraine dénoncent la présence des militaires russes sur le territoire de Crimée, qui selon eux empêchent la tenue libre et démocratique du référendum. Nous sommes en Crimée, qui a toujours été ukrainienne. Nous n'avons pas besoin de la Russie, nous n'avons besoin ni de leur aide, ni de leur protection. Nous n'avons besoin de la protection de personne. Les seuls soldats ici sont russes, nos troupes sont cantonnées dans leur base, accomplissent leur devoir. Preuve de tensions fortes sur place, des journalistes étrangers travaillant dans la région se sont plaints d'agressions par ces hommes en armes, des militaires russes selon la population, des milices créées spontanément pour protéger les russophones selon les nouvelles autorités de Crimée. Ce sont des groupes d'autodéfense qui sécurisent les installations d'importance vitale situées en Crimée, avec des armes à feu. Évidemment avec des armes à feu. Comment pourraient-ils sécuriser autrement? Ils sont là pour les protéger des provocateurs. Le résultat de ce référendum semble couru d'avance et déjà les résidents non russes de Crimée s'inquiètent du sort qui leur sera réservé par ces soldats lorsque le processus d'intégration à la Russie sera enclenché. Le verdict est tombé après 6 semaines de procès à la Cour d'assises de Paris. Pascal Simbin Kangouar est condamné à 26 ans de prison pour son rôle dans le génocide rwandais, le massacre de 8000 Tutsis. Pascal Simbi Kangouar va faire appel. Il a toujours nié en bloc les accusations dont il fait l'objet. France 24. Alain et Dafrosa Gauthier
les visages des parties civiles dans ce procès sans victime directe. Pascal Simbikangwa, c'est eux qui avaient retrouvé sa trace. Pour le couple, cette condamnation est avant tout symbolique. Je pense que dans cette cour d'assises numéro 3, toutes nos victimes ont été reconnues et ça, c'est énorme. 25 ans pour un crime de génocide, c'est peu. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de peine qui puisse correspondre à un crime de génocide. Donc, ce qui est important pour nous, c'est la condamnation. Pascal Simbikangwa a été reconnu coupable de génocide dans la région de Kigali et de complicité de crimes contre l'humanité. La première d'une longue série de condamnations selon les parties civiles. On ne sait pas exactement le nombre d'autres suspects de participation au génocide qui vivent en France, les uns font l'objet d'enquêtes, d'autres pas encore. Bien sûr, c'est un message qui leur est envoyé, il n'y a pas d'impunité. Maintenant, on démontre que c'est aussi un crime qui n'a pas de frontières. Paraplégique depuis un accident en 1986, Pascal Simbikangwa était accusé d'avoir armé et encouragé les miliciens Hutus postés aux barrières aux alentours de Kigali pour éliminer les Tutsis. Pendant le procès, l'homme de 54 ans a toujours nié. C'est une décision qui ne met pas du tout en avant la complexité du problème rwandais. C'est une décision manichéenne. Une décision manichéenne empreinte d'un malaise, précise cet avocat, car si on reconnaît Pascal Simbikangwa coupable de génocide, alors c'est à perpétuité qu'il faut le condamner, dit-il. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, passez un excellent week-end dans notre compagnie. Au revoir.